Amis du livre, amoureux de la lecture et surtout la lecture apprivoisée, un nouveau livre, une nouvelle publication dans les rayons de vos bibliothèques sur le marché du livre congolais et africain, la détention préventive en République démocratique du Congo. La lecture n'a pas été facile. Un regard introspectif sur le rôle du juge face aux droits garantis des détenus. Dans une préface de Nimbu Pungwe Nemba, l'auteur de cet ouvrage est avec nous sur ce plateau. Il vient d'être publié dans la collection Droits humains et démocratie de l'édition Arnaud, une édition belge. Bienvenue. Merci beaucoup. Et vous êtes Daniel Kabemba Kataï, plutôt Kataï. Vous êtes, vous avez beaucoup de casquettes, oui. Mais je vais vous présenter de manière laconique. Oui. Vous êtes un chercheur, oui. Vous êtes écrivain. Oui. Alors, d'autres casquettes, on va les garder. Et justement, vous avez fait le droit privé, d'abord en commençant par l'université de Mbujima, et puis vous avez fini à l'université de Kinshasa. Le droit privé, et vous l'avez continué dans l'université de Kinshasa. Vous êtes un travailleur acharné. D'autres casquettes, on ne les évoque pas parce que ce sont des fonctions incompatibles avec les plateaux des télé. Vraiment. J'ai bien dit? Non, bon, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne la recherche, nous n'avons pas de restrictions. Seulement que sur ces plateaux, nous parlerons principalement de l'ouvrage et sa promotion, et non d'autres questions liées à ma casquette de magistrat. Voilà, c'est très bien précisé. Une publication, Jocelyn va donc vous montrer sa couverture. Je ne saurais pas, bon, je peux vous le bandir quand même. En attendant, Jocelyn, une publication de plus de 100, presque 160 pages. Cette édition belge, elle est déjà installée au Congo? Oui, je pense que dans quelques jours, ils pourront ouvrir officiellement ici à Kinshasa, mais pour le moment, ils sont installés à Bruxelles. Très bien. Alors, l'ouvrage de plus de 150 pages, donc environ 160, vous abordez le problème, une matière purement technique. La détention préventive en République démocratique du Congo. Votre regard, vous l'avez donc appelé introspectif sur le rôle du juge face aux droits garantis des détenus. Qu'est-ce que vous voulez apporter comme message au lecteur? Au fait, ici, je fais une lecture critique de nos propres fonctions, mes propres fonctions. Et il n'est pas aisé de faire de l'autocritique lorsque soi-même on est acteur. Et je me rappelle quand j'étais encore étudiant au cours du cours de recherche, méthode de recherche scientifique avec le professeur Tchamala Moujani, que je salue en passant, il nous disait que lorsque vous faites de l'observation participante, il devient très difficile pour le chercheur de bien aborder le sujet. Mais cependant, nous avons pris ce courage-là de faire l'autocritique de ce que nous faisons. Au fait, je suis parti d'un constat. Le constat, c'est qu'il s'est installé certaines pratiques qui sont déjà dépassées. Et lorsque vous lisez mon introduction, j'ai fait allusion à une décision qui a fait jurisprudence, une décision prise depuis les années 1919. À l'époque coloniale, bien sûr. Et cette décision-là continuait à motiver ou à servir de fondement de certaines décisions privatives de liberté que des fois nous juges nous prenons, alors qu'en 1997, la Cour suprême de justice avait déjà pris une autre décision très courageuse qui va dans le sens de la protection des droits de détenus. Puisque pour votre information, lorsqu'une personne est privée de sa liberté, il ne perd pas d'emblée tous ses droits. Et il y a certains droits de l'homme liés à son statut de détenu. Alors c'est autour de ça que nous avons orienté notre
nos recherches et la présente publication. Justement, le préfacier à la page 7 évoque, fait recours à une citation un scientifique, Alexis de Soalf, qui dit connaître ses droits évite d'être victime d'injustice. Et c'est particulièrement vrai pour les citoyens face à l'autorité de l'État et face à la police qui exerce la force publique. Lorsque le juge lui-même, il porte un regard introspectif sur son rôle lorsqu'il est face justement aux droits des détenus. Par moments, ça rend la conscience chargée? Non, bon, la conscience n'est pas du tout chargée, mais seulement c'est une réflexion interpellatrice. Je voudrais nous interpeller, nous-mêmes, opérateurs judiciaires, sur l'évolution des instruments internationaux et nationaux que nous appliquons à la matière. Il y a eu une très grande évolution. Et vous savez, monsieur... J'évoque cela. Ma question est claire. Oui. C'est à la lumière de ce que je lis à la page 7. Oui. Pour ceux qui ont ce livre, ils vont le vérifier. Oui. En effet, ayant constaté que la pratique judiciaire est régulièrement émaillée des violations flagrantes dans des droits fondamentaux de l'homme, à savoir le droit à la liberté d'aller et de venir, l'auteur que vous avez résolu d'informer, justement dans le présent ouvrage, le lecteur de manière à ne peu plus exhaustive sur les conditions à respecter pour restreindre la liberté individuelle. C'est justement cela, ce que je vous ai dit, que je venais de le dire, que c'est une réflexion interpellatrice. Revenir sur les conditions qu'il faille observer avant de prendre une décision privative de liberté et les comportements que les juges doivent avoir tout au long de cette période que les détenus passent sous les mains de la justice. Comment les juges doivent se comporter vis-à-vis de ces détenus. Puisqu'il y a des droits que les détenus lui-même ignorent. Vous le savez, monsieur Fabien, lorsque vous lisez les statuts de Rome, les statuts de Rome qui régit le fonctionnement de la CPI, vous verrez que lorsque une personne est arrêtée et acheminée devant la chambre préliminaire, les juges de la chambre préliminaire commencent par rappeler à cette personne-là ses droits. Écoutez, monsieur, vous avez le droit de vous faire assister par un avocat. Monsieur, écoutez, vous avez le droit de solliciter votre mise en liberté provisoire ou votre mise en liberté sans condition. Ça, ce sont des droits d'un détenu, d'un prévenu. D'un prévenu ou d'un détenu. Là, j'insiste sur les détenus, puisque je parle sur la détention préventive. La détention préventive, c'est un grand thème développé par plusieurs doctrinaires congolais, plusieurs professeurs. Mais ici, moi, j'aborde un détail qu'on a tendance à oublier, c'est le rôle du juge, puisque le juge, c'est l'absolu de la société. Lorsque l'homme a tout perdu dans la société, il se réfère au juge. Et si vous lisez bien mon ouvrage, du début jusqu'à la fin, je suis en train de marteler sur le respect des droits de l'homme au cours de la détention préventive. Puisque aujourd'hui, tout le monde décrit la population carcérale, cette inflation-là qui entraînerait, selon certaines ONG, marre-d'âme, parce que les conditions n'étant pas respectées, les conditions des détentions, et surtout aussi la surpopulation carcérale, tout simplement parce que beaucoup qui se retrouvent là, comme à Makala ou ailleurs, leurs dossiers ne sont pas encore traités. Voilà. Et là, j'épingle trois droits que le juge doit observer, veiller au respect de ces droits-là. Par exemple, les droits
à une détention, une brève détention préventive. Et là, quand vous lisez les pactes international des droits relatifs aux droits civils et politiques, vous lisez la Charte africaine des droits de l'homme, vous lisez notre Constitution, il est fait obligation à l'autorité qui prive de la personne de sa liberté de veiller à ce que cette liberté ne soit pas très longue. Et la personne même qu'on est détenue doit savoir que lorsque les conditions de ma mise en détention préventive ne sont pas respectées, je ne dois pas attendre que le magistrat du parquet ou le magistrat du parquet qui a ordonné mon placement sous mandat d'arrêt provisoire me défaire devant les juges. Je peux moi-même déjà saisir ces juges-là pour faire état des irrégularités que j'ai moi-même constatées de la part de l'autorité qui vient de décider mon placement sous mandat d'arrêt provisoire. Justement, vous parlez des MAP. MAP, oui. Voilà. Mandat d'arrêt provisoire. Ces mandats qui sont selon une certaine, comment on dit, à la cité, qui seraient dans les poches souvent des magistrats, MAP dans la poche. Alors, nous rentrons dans la lecture de votre ouvrage, mais avec une digression, mais qui cadre, bien entendu, parce que vous avez évoqué le statut des Roms, vous avez évoqué justement le cas de la Cour pénale internationale. Mais lorsque l'Union européenne a sanctionné sous Joseph Kabila des personnalités ici, politiques et militaires, avec privation, comment on appelle, blocage de leurs comptes, de leurs avoirs, ces gens n'avaient jamais été entendus. Or, même en Israël, lorsqu'Israël était sous la domination romaine, voilà, des gouverneurs romains voulaient bien écouter les prévenus qui étaient accusés par le peuple, le cas de Paul, qui avait fait recours, qui avait fait appel à César. Alors, comment ceux qui pensent nous donner des leçons de droit de lémiste ne prêchent pas par un exemple? C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Oui, je voudrais revenir sur la perception qu'a la société par rapport à ce qu'on appelle MAP. Non, c'est une perception péjorative. Au fait, c'est la loi elle-même qui prévoit que lorsque une personne commet un fait répréhensible, et si certaines conditions qui sont prévues par la loi, et ces conditions qui sont bien commentées dans ces livres, sont réunies, les magistrats instructeurs peuvent les placer sous mandat d'arrêt provisoire. Maintenant, ça, c'est les faits. C'est ça, le principe. Alors, l'analyse ou les critiques que les uns et les autres peuvent faire, ils sont libres de les faire puisque nous sommes dans un État démocratique, la liberté d'expression est garantie. Revenons maintenant à votre question. Vous me posez la question de savoir les personnalités politiques de notre pays. Oui, une question extra causa, mais qui tombe à point nommé parce que vous abordez une matière importante. Ces gens, leurs avoirs ont été gelés, ils ont eu des difficultés. Ces personnalités sont connues jusqu'aujourd'hui, mais elles n'ont pas été entendues par les droits de lémistes européens. Surtout là, je n'ai pas la maîtrise de la loi appliquée par l'Union européenne sur cette question-là. Mais ici, je parle de la détention préventive dont les instruments manipulés par les magistrats ou les juristes sont à ma portée. Alors, je ne saurais pas émettre un avis sur une matière que je ne maîtrise pas. Vous avez droit justement d'avoir ces réserves. Nous rentrons dans votre ouvrage au chapitre, plutôt à la page 15, chapitre 1, vous parlez des généralités sur la détention préventive, on ne s'y hasarde pas. Ça sont les prolégomènes lorsque vous voulez arriver à votre sujet. Vous définissez également, vous donnez la définition et l'importance de la détention préventive. À la sous-section 1, définition, et puis l'importance de la détention préventive. Mais je voudrais qu'on s'attarde un peu sur la section 2, autorité judiciaire habilitée à pratiquer la détention préventive. Elles sont lesquelles? Voilà. Au terme de notre loi, il y a des personnes qui sont investies de ces pouvoirs-là, puisque c'est un pouvoir très exorbitant.
priver à une personne son droit d'aller et de venir, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors dans notre droit, nous avons les officiers de police judiciaire, que nous appelons communément OPJ. Ces officiers-là ont le pouvoir de priver à toute personne qui remplit les conditions. Donc, lorsqu'ils constatent que les conditions de mise sous garde à vue sont réunies, ils peuvent priver d'un auteur présumé d'une infraction de sa liberté. Vous parlez des OPJ. Des OPJ. Avec donc une compétence restreinte. Une compétence restreinte ou générale, puisque nous avons des OPJ à compétence restreinte et des OPJ à compétence générale. Et dans ces livres, je parle plus des OPJ à compétence générale, qu'on l'on retrouve dans la police nationale congolaise ou dans l'armée. Alors, à part les OPJ, nous avons les officiers du ministère public ou les magistrats du parquet. C'est là qu'on appelle procureur. Oui, qu'on appelle procureur. C'est là, la loi leur reconnaît les pouvoirs, si les conditions de mise en détention préventive sont réunies, de placer la personne sous mandat d'arrêt provisoire. Il y a aussi les juges, bien entendu. Lorsque ces juges siègent en procédure de flagrance. Parce que lorsque les juges siègent en procédure de flagrance, la personne vient d'être appréhendée et n'est pas nécessairement placée sous mandat d'arrêt provisoire préalablement par l'officier du ministère public. Là, il n'y a pas recours, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un prévenu qui jouit des immunités parlementaires et autres. Là, le juge n'est pas obligé de recourir à la demande de la levée des immunités. Oui, là, vous savez, lorsque on est en procédure de flagrance, tous les privilèges des juridictions de poursuite tombent. On peut même vous amener en culotte. Non, non. Là, je pense que si la personne... Hein, vous savez, Nous parlons à la lumière de ce qu'on pratique, de ce qu'on voit sur le terrain. On peut vous amener en culotte, en calbar, on peut vous brutaliser sur la route. Ça, ce sont les dérapages que nous sommes en train de décrier dans ces livres. Ici, nous sommes en train de parler sur le respect des droits de l'homme au cours de cette phase de la procédure pénale qu'on appelle détention préventive. Voilà. C'est terminé avec ceux qui doivent vraiment placer en détention préventive. Voilà, nous avons les OPJ, les magistrats du parquet et dans les juges lorsqu'ils statuent en procédure de flagrance. De flagrance, oui. À la sous-section 1, justement, vous êtes en train d'évoquer quelque chose d'important, la qualité d'officier. Non, ça, on a déjà épuisé. On fait une lecture en kangourou pour ne pas, justement, amener les gens à ne pas s'intéresser à cet ouvrage. Alors, quels sont les éléments qui entrent en compte pour mettre quelqu'un en détention préventive? Voilà. Là, et comme je l'ai dit dans mon ouvrage, j'ai distingué les conditions selon que l'autorité qui décide du placement de la personne en détention préventive, c'est un officier du ministère public ou magistrat militaire ou magistrat civil. Alors, pour les magistrats civils, il se réfère plus aux dispositions des articles 27 et 28 du Code de procédure pénale. Et là, la première condition, je l'ai épinglée, il faut que les faits reprochés à la personne puisse avoir une connotation pénale. Et le législateur dit que les faits paraissent constituer une infraction punissable par la loi. Là, c'est la première condition. Ça, c'est la théorie. Voilà. Et le magistrat ou l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public, lui, il décide, à la lumière de cette théorie, il décide de la gravité de ces faits. Ça dépend de lui-même. Non, écoutez. Et la première condition, c'est que les faits reprochés à la personne paraissent constituer une infraction. Après ça, il faut qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des faits apparents qui portent à croire que cette personne est effectivement auteur des faits qui lui sont reprochés. Après ça, il faut qu'il y ait la gravité des faits. Et la gravité des faits en droit congolais, on l'apprécie par rapport au taux de la peine que le législateur a combiné à cette infraction-là. C'est comme ça que le législateur spécifie, lorsqu'il s'agit de faits qui sont punis au moins de 6 mois, il y a
tel comportement à adopter. Lorsque les faits sont punissables de 6 mois, mais de plus de 7 jours, il y a un autre comportement à adopter. Et lorsque les faits ne sont punissables que d'une simple amende ou punissables d'une peine de moins de 7 jours, il y a un autre comportement à adopter. Nous qui avons travaillé à l'intérieur, des fois, quand nous étions encore au parquet, il nous arrivait de faire les instructions des amicaux dans des villages. Et des fois, on trouvait des personnes en détention pour des infractions comment que dirais-je, d'évacuation d'animaux. Alors que cette infraction-là est punie au maximum de 7 jours. Et pour cette infraction-là, on ne peut pas placer quelqu'un en détention sous garde à vue ou sous mandat d'arrêt, on ne peut pas la placer. Mais lorsque vous faites des inspections, des fois, nous qui avons travaillé au village, vous trouvez que les OPJ, des fois, ils commettent ça et les personnes peuvent rester comme ça jusqu'à ce qu'ils seront déférés au parquet, le parquet qui est situé à une très longue distance et tout ça, ce sont les violations. Juste parce que sa chèvre est venue brouter dans mon champ, oui. Et voilà. On passe 7 jours au cachot du territoire, oui. Ou du secteur, oui. Jusqu'à être amené au parquet. Des grandes instances. On atterrit au parquet, par exemple, peut-être 1 mois après. Bizarre. Au chapitre 2, nous amorçons l'atterrissage. Fonction du juge en matière de détention préventive, c'est la page 66. Oui. Qu'est-ce que vous dites en résumé? Parce que c'est même je vois ici que c'est le cœur de cet ouvrage. Tout à fait. Voilà. Les juges, je venais de le dire, que le juge c'est l'absolu de la société. Et lorsque vous lisez les articles 149 et 150 de notre Constitution, les constituants a fait du pouvoir judiciaire les garants des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Et ces droits fondamentaux, ces droits fondamentaux des citoyens ne cessent pas d'exister du fait de la détention préventive. Et le juge doit, chaque fois qu'on lui amène un détenu préventif, vérifier si les conditions prévues par la loi sont réunies, si les droits rattachés à ce statut-là sont respectés. Puisque vous le savez, les théoriciens du droit, les doctrinaires en droit pénal disent que le code pénal, c'est le code des malfaiteurs. Mais le code des procédures pénales, c'est le code qui veille sur la protection des droits de ces présumés malfaiteurs. Et le juge a pour rôle de veiller à ce que ces droits-là soient respectés. Et voilà, c'est le clou de cette lecture en kangourou de votre ouvrage. Mais ce n'est pas facile, sa lecture, parce qu'il faut vraiment être de ces milieux dans lesquels vous évoluez. Je rappelle que Daniel Kabemba Kataï, vous venez publier La détention préventive en République démocratique du Congo avec un regard introspectif sur le rôle du juge face aux droits garantis des détenus. Un ouvrage que tout Congolais doit se procurer parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et pourtant, beaucoup nous ignorons et la loi et nos propres droits au point de nous faire malmener par des gens qui sont dans nos juridictions. Je rappelle que vous avez été, n'est-ce pas, vous avez été affecté au parquet secondaire d'Ilebo aux fonctions de substitut du procureur de la République. Vous avez été nommé juge de paix en mars 2016 avant d'être successivement affecté au tribunal de paix de Luisa, dans le Kasaï central, à mai de la même année, puis celui de Matadi au Congo central l'année suivante. Donc, et actuellement, vous êtes juge de grande instance, à Matete. Oui. Et vous n'êtes pas syndicaliste, mais nous vous avons reçu en tant qu'écrivain et chercheur. Oui. Merci de nous éclairer. Nous allons davantage entrer. Merci beaucoup, Monsieur Fabien, si vous me permettez. Et je profite de ce plateau pour lancer un appel vibrant au gouvernement congolais et à tous les partenaires de la justice de faire le nécessaire pour que cet ouvrage que je considère comme le MAD 20
de tout magistrat, qu'il soit du parquet ou du siège, puisse en avoir, que tout magistrat puisse avoir ses livres entre ses mains. Qu'il soit à Kinshasa, qu'il soit dans l'arrière-pays, puisque c'est plus à l'arrière-pays où la population vit beaucoup de choses. Je l'ai dit en connaissance des causes, et c'est cela qui a motivé la présente publication. Et voilà, même à Kinshasa, beaucoup de gens en détention, beaucoup de jours, et puis on leur demande beaucoup d'argent pour obtenir la liberté. C'est une autre affaire. Alors, à très bientôt. Je vous recommande ce livre. Il est riche. Bon, en tant qu'instruit, il me faut beaucoup de jours et beaucoup d'exercices pour le pénétrer dans le cas de la connaissance générale ou la culture générale. À très bientôt et bonne suite de programme sur votre chaîne.